Deux plongeurs décident d'explorer l'une des grottes les plus dangereuses au monde. Le corps d'un des plongeurs est retrouvé 10 ans plus tard, et il faudra presque 21 ans pour retrouver l'autre. Après 3 échecs et une rencontre imprévue, voici l'histoire de Kent Morpin, Mark Brashear et leur tentative de récupérer leur corps. Depuis le puits de Jacob dans le comté de Hays au Texas. Le puits de Jacob, source d'eau douce, a été recensé vers 1850 avec un diamètre de 4 mètres Stuhl. À la surface du puits, il descend jusqu'à 43 mètres à son point le plus profond enregistré et s'étend sur 1310 mètres jusqu'à son point le plus éloigné enregistré. L'eau fraîche et claire du puits de Jacob provient de l'aquifère Trinity. La surface de la source se trouve en fait en dessous du niveau d'eau environnant. Cela signifie que l'eau est poussée vers le haut hors de la source par le poids de la nappe phréatique environnante. En 1924, le débit entrant dans la source a été mesuré à moins d'1 mètre cube par seconde. Pour la première fois en l'an 2000, le puits a cessé de couler. Depuis lors, il a cessé de couler à 4 reprises, la plus récente étant en juillet 2022. Cela arrive quand le niveau de la nappe phréatique baisse et que la pression d'eau ne suffit plus pour l'écoulement vers la source. Le débit plus faible facilite l'entrée des plongeurs dans le système de grotte, car ils n'ont pas à lutter contre le courant. Ce n'est pas un système de grotte sûr à explorer, d'autant plus que la plongée souterraine comporte ses propres dangers. Les 3 éléments qui rendent le puits de Jacob plus dangereux sont le courant d'eau contre lequel un plongeur doit lutter, en route. Dans les passages étroits entre les chambres, qui sont souvent en pente descendante, et le gravier instable qui peut obstruer ces passages déjà étroits. L'une de ces restrictions s'appelle le canal de la naissance, à environ 21 mètres de profondeur. Après avoir descendu une pente de gravier, les plongeurs doivent passer par une ouverture pouvant mesurer seulement 38 cm de large. Selon la quantité de gravier qui est descendu la pente, celle-ci s'ouvre sur une chambre plus large. Les plongeurs creusent souvent dans le gravier, puis poussent leur équipement à travers le passage jusqu'à la chambre. Une fois à travers ce passage étroit, les plongeurs émergent dans la chambre suivante. Au fil des ans, jusqu'à 9 plongeurs en scaphandre autonome sont morts dans le puits de Jacob. Il y a peut-être aujourd'hui d'autres décès non recensés. Il faut un permis pour plonger dans le système de grotte. Le 9 septembre 1979, 2 plongeurs se rendent au puits de Jacob pour explorer les grottes. Ils font partie d'un groupe d'environ 20 personnes, mais ces deux-là veulent entrer dans la grotte avant que le grand groupe ne puisse troubler les sédiments à l'intérieur. À 23h30 le soir de leur arrivée, ils entrent dans l'eau tandis que la plupart des autres installent le camp. Kent Morpin et Mark Brashear sont des plongeurs expérimentés, dans la vingtaine. Kent est assistant instructeur. Il plonge depuis l'âge de 12 ans. Ils ne veulent pas seulement être les premiers à plonger dans la grotte, ils veulent aller jusqu'à la dernière chambre répertoriée, qui a une histoire mortelle. Mark et Kent descendent dans la première chambre, là où la source s'ouvre à la surface. C'est une descente de 9 mètres jusqu'à une plateforme où ils se tournent ensuite pour se déplacer latéralement vers la chambre suivante. La chambre 2 est une longue chambre en pente. En bas de la chambre 2, un passage étroit mène à la chambre 3, le canal de la naissance, à environ 23 mètres de profondeur. Après avoir traversé le canal de naissance pour rejoindre la chambre 3, Kent et Mark trouvent quelques autres plongeurs en train d'explorer ce que tout le monde considère comme la dernière chambre sûre du système de grotte. Mark et Kent ont les yeux rivés sur un objectif dont ils savent qu'il a déjà coûté la vie à 4 autres plongeurs. Ils descendent le sol en gravier en pente jusqu'à la chambre 4, à environ 27 mètres de profondeur. Ceci approche la profondeur où les plongeurs ressentent les effets. Narcose à l'azote. La narcose à l'azote est un effet neurologique provoqué par la respiration d'azote sous pression. Elle est causée par les molécules d'azote dans votre gaz respiratoire qui sont comprimées sous pression. Cela restreint ensuite le flux des neurones dans les synapses du cerveau. Les plongeurs ressentent cela comme s'ils buvaient des martinis. Plus on descend profond, plus l'effet des martinis s'estompe rapidement. En remontant, Kent enlève son équipement de plongée, se retourne et recule dans le tunnel. Cela mène à la chambre 4.
Mark Copies essuie Joe Moy qui se trouve dans la chambre 3 et voit Mark reculer dans le tunnel avec seulement une lampe et sans fil d'Ariane. Il nage vers lui et fait clignoter sa lampe en direction de Mark pour essayer d'attirer son attention. Il conteste cette décision. Dans ce que je qualifierais de vision en tunnel, Mark ne lève même pas les yeux, il recule simplement dans le tunnel. Ni Kent ni Mark ne seront revus. Joe Moy, choqué par ce qu'il voit, attend aussi longtemps que sa réserve d'air le permet. Puis il laisse l'une de ses lampes à l'entrée de la 4e chambre, espérant que les 2 plongeurs verront la lumière. Puis il fait demi-tour et ressort de la grotte pour prévenir les autres plongeurs. Pendant qu'il remonte à la surface, Joe lutte avec ce qu'il a vu. Au fond de lui, il sait qu'il remonte à la surface pour organiser une recherche. Dans sa tête, il espère que ce sera un sauvetage, mais il sait qu'il s'agit d'une récupération de corps. Joe remonte à la surface et informe les autres plongeurs de ce qui s'est passé. Un appel est lancé aux forces de l'ordre local. Paul Battaglia essaie policier et plongeur spéléologue, à la station de police. Il reçoit l'appel pour organiser un sauvetage. 1 heure après le premier appel, Paul Battaglia arrive chez Don Dibble. Dibble est un ancien plongeur de la marine, expert en plongée souterraine, instructeur de plongée et propriétaire du magasin de plongée local. Battaglia, membre de l'unité bénévole de récupération de corps du comté de Hayes, discute avec Dibble du déroulement du sauvetage. Ils disent que c'est un sauvetage, mais savent que c'est une récupération de corps. Le plan pour récupérer un corps ne diffère que très peu d'un sauvetage, alors ils mettent leur plan à exécution. Ils appellent d'autres membres de l'unité de récupération, passent au magasin de plongée de Dibble pour prendre du matériel, puis vont au puits de Jacob. Environ 15 minutes après avoir quitté le magasin de plongée, ils arrivent dans l'obscurité. Le groupe de Pasadena a été dans l'eau à la recherche des 2 plongeurs disparus. Ils rapportent à Dibble qu'ils n'ont pas pu retrouver Mark ou Kent et qu'ils ont fouillé tout le système de grotte. Ils sont certains que les 2 plongeurs se trouvent dans la chambre 4 parce que l'un des plongeurs pense avoir vu du matériel enseveli sous un éboulement de gravier dans le passage menant à la chambre suivante. Ce plongeur, dont le nom ne figure dans aucun rapport que j'ai trouvé, aurait fait 2 plongées consécutives de 19 minutes. Il a trouvé les corps, est rentré se reposer, puis a eu un accident de décompression nécessitant un caisson de recompression pour son traitement. Ceci illustre l'un des principaux problèmes lors d'un sauvetage. Les plongeurs rencontrent souvent des problèmes en repoussant les limites de sécurité. Dans des environnements extrêmes, les sauveteurs se retrouvent alors dans une position où ils doivent eux aussi repousser les limites encore plus loin. Pour aggraver les choses, ils peuvent ressentir la pression du temps qui passe, ce qui conduit généralement à de mauvais jugements. Les tables de planification de plongée sont utilisées pour déterminer combien de temps un plongeur peut rester à une certaine profondeur, puis combien de temps il doit rester hors de l'eau. Entre les plongées, vous ne pouvez rester à 42 mètres que 8 minutes avant qu'elle ne devienne une plongée de décompression, ou effectuer des paliers de sécurité lors de la remontée. Vous devez ensuite rester hors de l'eau pendant au moins 1h30 avant de pouvoir redescendre pour une autre plongée. Donc ce plongeur a effectué 2 plongées de décompression sans intervalle entre elles afin d'essayer de sauver des vies, et dans le processus, il a contracté un accident de décompression. Il fait encore sombre et Don pense d'abord attendre le lever du jour. D'après son expérience à récupérer des personnes, elles sont normalement prêtes à attendre le lever du soleil. Il appelle les corps sans vie des personnes X afin de se détacher de la réalité de devoir gérer des gens qui ne sont plus en vie. Il a développé ce mécanisme d'adaptation en récupérant des corps au fil des ans. Mais il fait aussi sombre à l'intérieur de la grotte pendant la journée que la nuit, alors il envoie 2 plongeurs dans l'eau pour évaluer la situation. Il remonte à la surface et informe Don que ce ne sera pas une récupération simple. Il ne voit pas les corps, mais il suppose qu'ils sont ensevelis sous du gravier dans le passage en pente menant à la chambre 4. Ils sont assez troublés à l'idée d'essayer de sortir les corps, alors qu'ils voient parfois que davantage de gravier peut facilement dévaler la pente et ensevelir n'importe quel sauveteur. Ils creusent dans le passage étroit. À 10h du matin, Don envoie 2 autres plongeurs. Ils commencent à enlever des pierres et du gravier à l'entrée de la chambre 4. Ils espèrent creuser un passage vers la chambre suivante. Mais toutes les pierres qu'ils enlèvent sont rapidement remplacées par plus de gravier.
Don décide d'aller voir par lui-même. Lui et un camarade prennent quelques bouteilles de relais supplémentaires qu'ils laissent à 8 mètres et à 23 mètres. Pour leur trajet de retour, Don arrive à l'entrée de la chambre. À 43 mètres sous la surface, le passage se rétrécit entre le plafond et le gravier. Il décide de se faufiler un peu pour essayer de voir le fond du passage. Il s'enfonce jusqu'aux épaules quand du gravier glisse derrière lui, l'emprisonnant comme les 2 plongeurs dont il cherche les corps. La respiration de Don s'accélère et son cœur bat la chamade. Il sait instantanément qu'il est en difficulté, mais d'une manière calme. Cela ne vient qu'avec l'expérience. Il essaie d'abord de se libérer, il essaie de bouger ses mains, mais elles sont coincées fermement. Il ne peut même pas tirer la ligne du moulinet. Alors qu'il remue son corps, plus de gravier glisse autour de lui. Même si sa tête lui dit de rester calme, il commence à paniquer. Il se tord et se débat pour se libérer, inspire profondément, avale difficilement, puis, à sa surprise et soulagement, le gravier le relâche. Le gravier glisse sous lui et il parvient à refaire le chemin en sens inverse dans le passage. Mais il a tellement avalé d'air que ses bouteilles sont vides. Titubant, son camarade place le détendeur de secours dans la bouche de Don et le ramène vers la surface à travers la chambre. De l'autre côté du canal de naissance, il y a une bouteille de secours. Don doit y arriver rapidement, mais l'air qu'il a avalé est maintenant en train de se dilater dans son estomac. L'air est comprimé sous la pression de l'eau. Quand une bulle d'air remonte, elle se dilate, donc l'air avalé par Don se dilate en remontant de 43 mètres à la surface. Au moment où il atteindra la surface, l'air aura augmenté jusqu'à 5 fois son volume par rapport au moment où il l'a avalé. L'estomac de Don se dilate tellement qu'il a l'air d'être enceinte. Il est conduit en chambre de recompression, mais le traitement ne soulage pas sa douleur. Il est transféré dans un autre hôpital où une radiographie montre une perforation de l'estomac et la présence d'air dans sa cavité. Son médecin décrit l'opération qu'il réalise comme le fait de couper dans un ballon de basket, qui se dégonfle instantanément. La facture d'hôpital de Don le laisse avec une dette de 8 000 $ parce que son assurance avait expiré. Dans les semaines suivantes, la communauté des plongeurs s'est mobilisée pour collecter des fonds pour aider Don. De retour chez Jacobs, les opérations de récupération avancent avec un autre leader des plongeurs, Don Broad. Broad a un passé avec Jacobs. Après avoir vu des plongeurs avoir des problèmes, Broad a négocié avec le propriétaire du terrain pour lui permettre de gérer le site. Il a commencé à faire payer un droit d'entrée, qu'il utilisait pour couvrir les frais liés à la régulation de l'accès au puits. Grâce à ce processus, il pouvait s'assurer que les plongeurs avaient la formation et l'expérience nécessaires pour plonger dans un environnement aussi exigeant. D'autres centres de plongée et instructeurs refusaient de payer un droit d'entrée sur un site où ils avaient auparavant carte blanche. Les plaintes se sont accumulées auprès du propriétaire du terrain, qui a alors laissé le contrat expirer, et Broad n'a plus eu la possibilité de réglementer les normes de sécurité au puits. Maintenant, Broad est de retour pour aider à récupérer les corps de 2 plongeurs, et il sait que cela aurait pu être évité s'il avait encore été aux commandes. Il met sa frustration de côté afin de pouvoir aider à récupérer les corps de ces 2 jeunes hommes. Broad inspecte ce site familier. Il élabore un plan pour enlever le gravier en remplissant des sacs en filet et en les faisant flotter à l'aide de sacs de levage. Ils commenceront en haut de la pente et descendront progressivement en s'assurant qu'il n'y a pas de gravier plus haut sur la pente qui pourrait glisser et remplacer le gravier. Ils creusent depuis le passage. Il informe les familles et les autorités que cela prendra de nombreuses semaines, voire des mois de travail, pour excaver le site. Les parents de Kent et Mark ont été informés et ils arrivent au puits. Le père de Kent Morpin est submergé par le soutien de la communauté des plongeurs, qui se mobilise pour tenter de retrouver le corps de son fils. Une banque locale crée un fonds et la communauté réunit les fonds pour soutenir la logistique de la récupération de Kent Morpin et Mark. Les familles et les autorités ont maintenant la lourde tâche de choisir qui a le meilleur plan pour récupérer leurs proches. 2 plongeurs sont morts et portés disparus. Un plongeur de loisirs a eu un accident de décompression. Un autre plongeur professionnel de sauvetage s'est rompu l'estomac. Un autre expert en spéléologie a un plan ambitieux pour excaver le site à la main pendant plusieurs mois. Accablés de chagrin et peut-être désespérés de récupérer les corps de leurs proches le plus rapidement possible.
Avec les autorités qui veulent une solution rapide, ils cherchent une option alternative. Ils trouvent cette alternative auprès d'une entreprise de plongée commerciale, la société Schaefer Diving de Freeport. Le propriétaire de l'entreprise, Louis Schaefer, en parle aux journalistes. Oui, on va les sortir. Il fait venir une chambre de recompression, des compresseurs d'air et du matériel de pompage de gravier. Le coût de l'opération commence à 5 000 pour amener le matériel et s'élève à 2 500 par jour. Louis pense qu'il lui faudra 2 ou 3 jours. Lui et son équipe installent le matériel et commencent à pomper la terre et le gravier du passage. Les plongeurs professionnels utilisent un système d'alimentation en air de surface, ce qui signifie qu'ils ont un ombilical qui fournit de l'air depuis des compresseurs à la surface et une communication bidirectionnelle. De grosses pierres sont mises dans des sacs en toile de jute puis extraites avec des cordes, guidées par des plongeurs bénévoles. Le gravier est aspiré à l'aide de longs tuyaux, qu'il aspire comme un grand aspirateur. Pendant plusieurs jours, la routine d'aspiration du sable et du gravier se poursuit. À plusieurs reprises, les plongeurs professionnels descendent le matin pour découvrir que davantage de gravier s'est déposé dans le passage qu'ils avaient dégagé la veille. Une semaine après le début de l'opération, un plongeur reste coincé dans un éboulement de gravier, mais ses collègues le libèrent rapidement, malgré la perturbation causée. Après encore quelques jours de creusement, ils parviennent à introduire une caméra un peu plus loin dans le passage. Un groupe de personnes examine l'enregistrement et pense distinguer un réservoir en métal, mais ce n'est pas assez clair pour en être certain. Le lendemain, ils creusent jusqu'à ce qu'un plongeur réussisse à presque tout traverser. Il rapporte qu'il peut voir une partie de la chambre, mais qu'il ne peut pas aller assez loin pour voir toute la chambre. Il y a 2 gros rochers et plusieurs tonnes de gravier qui doivent être enlevés. Le bras droit de Louis Schaefer, Bill Wright, qui est responsable du site de plongée, donne une conférence de presse pour déclarer « Ils sont à court d'argent, ils ne plongent pas gratuitement et quelqu'un doit payer leurs factures. » Bill et ses hommes se retranchent dans une chambre d'hôtel locale et attendent les prochains jours jusqu'à ce que finalement. Un sénateur de l'État de Pasadena confirme qu'il couvrira les factures de la société jusqu'à présent. Puis Louis Schaefer dit qu'il fera don du temps de la société. À partir de ce moment-là, les plongeurs retournent sur le site après plusieurs jours de manœuvres politiques, pour découvrir que tout le passage est à nouveau englouti sous le gravier. Une deuxième société de plongée est appelée pour donner son avis, et tous arrivent à la même conclusion. Il n'y a tout simplement aucun moyen de retirer tout le gravier à l'intérieur du puits de Jacob de manière sûre et économique, d'une manière qui leur permettrait d'accéder à la chambre 4 pour rechercher les corps de Kent et Mark. Le père de Kent Morpin remercie ceux qui ont risqué leur vie pour retrouver le corps de son fils. Mais il craint aussi que d'autres personnes puissent être blessées ou même mourir si elles continuent à aller plus loin. 12 jours après la disparition des 2 plongeurs, les recherches cessent. Don Dibble, remis de son opération à l'estomac, retourne plonger à Jacob's Well avec des amis. Ils commencent à sceller une grille en ciment pour empêcher tout plongeur d'aller plus loin que le canal de naissance. Quelques mois plus tard, Don Dibble revient, seulement pour découvrir que sa grille a été retirée, et un mot laissé à la place disant « Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer ». En 1981, lors d'une inondation, le niveau de l'eau dans le système est monté suffisamment pour créer un courant qui s'est engouffré dans le réseau de grottes. Et les restes de Marc Brachier ont été emportés hors du puits au fil des années par les courants qui allaient et venaient. Le gravier dans le passage s'est déplacé suffisamment pour permettre aux membres de l'équipe de récupération de la région de San Marcos d'entrer dans la grotte. 21 ans après l'accident, les restes de Kent Morpin ont été retrouvés. Ses parents l'ont appris par l'appel d'un journaliste cherchant leur réaction. Cliquez sur le lien pour voir plus de vidéos sur des catastrophes.